Il y a plein de nouveautés en cosmétique, que ce soit d'un aspect réglementaire ou alors d'un aspect impact social, environnemental. Et si vous êtes au démarrage de votre projet, il est important que vous les intégriez au plus tôt à votre stratégie. Je vous ai récemment partagé un vlog sur mon rôle d'animatrice aux conférences du festival Beauty for All et j'y ai beaucoup appris. Il y a certains points qui ont été évoqués et que je trouvais important de vous retransmettre. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que j'ai apprises au festival Beauty for All concernant l'éco-responsabilité en cosmétique, le sourcing de matières premières ou alors de nouveaux bons plans qu'il est intéressant de connaître quand on est jeune créateur. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. 1. L'actualité des contenants éco-responsables. Des clients m'ont déjà demandé, est-ce que vous reprenez les contenants vides ou pourquoi est-ce que vous n'organisez pas des collectes? Comme ça, vous pouvez vous re-remplir les flacons, ça va limiter l'utilisation du plastique, etc. Et peut-être que même vous avez pensé à intégrer ce type de solution à vos projets. Mais tout d'abord, il faut déjà savoir que la loi en cosmétique est encore trop peu permissive, trop peu flexible pour intégrer de réelles solutions d'économie circulaire dans nos chaînes d'approvisionnement. Par exemple, si vous avez déjà vu des vidéos sur l'aspect réglementaire sur cette chaîne, vous savez probablement qu'avant de remplir des contenants, il faut effectuer des tests de compatibilité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert de matière indésirable du packaging à votre produit fini car cela pourrait nuire à la santé des gens. Donc ça, déjà, ça représente souvent un frein à ce qu'il est possible de faire pour diminuer la consommation du plastique. Donc voilà pour le contexte de la situation et c'est notamment ce qui a été discuté au festival Beauty for All dans les conférences sur les packaging éco-responsables mais également l'économie circulaire en cosmétique. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que la loi évolue quand même si c'est à tout petit pas, mais ça fait déjà plusieurs années que des solutions sont envisageables. Il est effectivement possible de récupérer des contenants vides, mais avant de les réutiliser, il faut les faire nettoyer et c'est là qu'intervient le système de consigne qui existe depuis un moment déjà sur le territoire européen. Il s'agit d'un système où les clients peuvent ramener dans une boutique spécifique qui propose cette option les contenants vides et c'est cette boutique qui va se charger de la désinfection plus tard. Mais problème, il n'existe pas des consignes de partout non plus, donc il y a quand même un travail d'organisation logistique à faire à ce niveau-là. Une alternative est que la marque même passe par des industriels dont c'est le travail de récupérer et laver les contenants. Mais encore une fois, la contrainte ici, c'est que ces industriels-là, c'est pas 100 flacons qu'ils vont accepter de prendre en charge, donc il faut déjà avoir un certain volume pour s'adresser à eux. De ce fait, ce sera pas forcément la solution la plus adaptée à de jeunes créateurs. En parallèle de tout ça, il y a également un calcul qui est fait au niveau du bilan carbone, c'est-à-dire le fait d'aller transmettre à des industriels un produit qu'il va nettoyer, qu'il va renvoyer ensuite. Ça également, sur l'impact logistique total, on ne sait pas vraiment si on s'y retrouve en termes d'impact positif sur l'environnement. La seconde solution pour limiter la consommation de plastique, ça va être le vrac. Le fait d'aller remplir directement à partir d'une fontaine les produits cosmétiques plutôt que d'acheter à l'unité à chaque fois avec un contenant différent. Mais là, encore une fois, c'est notamment la réglementation qui a longtemps constitué un frein et qui, impose toujours des restrictions qui sont assez strictes. Mais il y a certaines startups qui se lancent dans l'accompagnement des créateurs cosmétiques avec la création de fontaines spécifiques, un système de nettoyage spécifique, etc. Et toujours, quand on est jeune créateur, il faut également regarder ce que cela représente comme coût pour nous. Je sais que quand il s'agit d'environnement, on n'est pas là à vouloir parler d'argent parce que les enjeux sont quand même graves. Donc, il faut trouver un moyen de l'intégrer à son positionnement. Mais la réalité, elle est là, c'est que si au départ vous avez les fonds pour vous faire accompagner et proposer ce genre de solution dans des boutiques spécifiques, ok, mais autrement, il va falloir se tourner vers autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que les supermarchés vont être obligés de réserver une partie de leur espace à du vrac. Donc, ça veut dire qu'ils auront de la place pour des créateurs cosmétiques aussi qui font du vrac. Donc, ça aussi, ça représente quand même une opportunité de commercialiser. Mais la solution ici, ça reste quoi? Ça reste que lorsque on veut intégrer une démarche éco-responsable à son projet aujourd'hui, la solution la plus abordable, la plus simple, c'est de se tourner vers des cosmétiques solides, y compris les poudres. Bien sûr, cela reste dans la limite du possible parce que tous les produits cosmétiques ne peuvent pas forcément se prêter à ce jeu-là et également envisager bien sûr le système de recharge.
2. L'accompagnement Ulule x Who's Next pour les jeunes créateurs. Alors là, j'ai un super tuyau, ok? Même moi, je savais pas ça avant d'aller au festival et de participer à la conférence sur comment mettre en avant sa marque engagée avec Ulule et Who's Next. Avant tout, petite présentation des intervenants pour qu'on soit sûr de tous être sur la même page. Ulule a peut-être besoin de moins de présentation. Il s'agit tout simplement de l'une des plateformes leaders dans le financement participatif en France. Pour Who's Next, c'est peut-être un peu moins évident car ils ont une action aussi très ciblée en mode. Mais il s'agit notamment d'un salon qui met en relation habituellement les créateurs de mode avec des acheteurs professionnels, mais des grands noms genre Monoprix, etc. Et le super tuyau qui est ressorti de la conversation, c'est que ces deux entités sont désormais associées pour proposer aux jeunes créateurs qui financent leur projet via Ulule d'être ensuite accompagnés par Who's Next et présentés à plusieurs types de distributeurs, plusieurs types d'acheteurs en participant à leur salon. Ce qui fait que, ok, vous financez votre projet par Ulule, mais après livraison de vos contreparties, vous n'êtes plus livré à vous-même. Vous avez un autre relais qui vous accompagne dans la commercialisation effective de vos produits. Après, il faut éligible. Je crois qu'il regarde aussi comment est-ce que votre campagne s'est passée, quel est votre potentiel de croissance, car le but n'est pas non plus de vous mettre dans la panade. Si on passe chez vous une commande de 10 000 produits, il faut être capable d'assurer cette commande derrière. Si c'est trop tôt pour vous, c'est pas la peine. 3. Les fournisseurs d'ingrédients ont toujours du mal à cibler les startups. Bon, là, on va la faire courte parce que si vous vous y êtes déjà essayé, vous savez. Sur le festival, dans la journée du vendredi, vous aviez l'opportunité de rencontrer différents acteurs, dont des fournisseurs d'ingrédients cosmétiques. Et j'ai voulu discuter avec eux de la difficulté de s'approvisionner en ingrédients lorsqu'on est jeune créateur et spécifiquement lorsqu'on veut fabriquer ses produits soi-même sans passer par un laboratoire. C'est là que je vous disais que vous l'avez peut-être vécu, mais lorsque vous êtes jeune créateur, vous démarrez souvent avec des quantités à produire trop faibles et très peu de fournisseurs acceptent de vous approvisionner parce que c'est pas rentable pour eux non plus. Et là, c'est un réel problème parce que du coup, vous n'avez aucune matière à votre disposition pour fabriquer vos produits. Bon, là, j'ai le regret de vous annoncer que le problème va encore bien persister à ce qu'il semblerait. Ce segment, c'est une arnaque parce que j'ai pas de solution à vous partager. Une chose possible à faire, ce serait de mutualiser vos commandes avec d'autres créateurs, mais déjà, allez chercher des créateurs qui sont vraiment au même stade que vous et allez surtout chercher des créateurs qui visent les mêmes ingrédients que vous. C'est un peu chaud. Courage. 4. Cela n'a pas suffisamment d'impact de se sourcer auprès des coopératives. Les conférences sur l'Afrique et la cosmétique étaient vraiment super intéressantes. Les intervenants étaient géniaux, vraiment fallait y être. Plusieurs propos m'ont parlé, mais je voulais ici vous rapporter spécifiquement les dires d'Aminata Chor de Setalma sur le fait que de plus en plus de marques vont se sourcer auprès de coopératives, mais cela ne semble avoir aucun impact conséquent sur la vie des productrices en l'occurrence. Cela notamment par manque de vigilance des marques qui ne vont pas suffisamment au bout de leur démarche. Si vous voulez sourcer votre beurre de karité auprès de coopératives pour avoir un impact social réel, raccourcissez votre chaîne d'approvisionnement au maximum, allez au plus près des producteurs, mais surtout questionnez les gens sur leur vie, sur ce qui constitue réellement leur problème, sur comment vous pouvez participer à arranger ce problème-là, mais surtout assurez-vous que ce que vous payez est réellement équitable et apporte une valeur ajoutée réelle à la vie des gens, puisque c'est ça votre but. 5. Les créateurs africains invisibilisés dans le digital. Il s'agit ici moins d'un conseil ou quoi, mais plus d'une information. Il y a un point auquel je ne pensais vraiment pas, mais qui a été soulevé par Aminata Saro, directrice générale chez Chouette Mama, la marque de cosmétiques sénégalaise. Cela va spécifiquement concerner, comme le point précédent, ceux qui ont une dimension Afrique dans leur projet, mais plus exactement ceux qui sont sur place, qui veulent créer une marque là-bas et la promouvoir par le biais des réseaux sociaux. Un problème auquel vous allez potentiellement vous retrouver confronté, c'est que la portée de vos publications ne sera pas la même que si vous étiez en Europe. Et oui, quand on repère que votre adresse IP est en Afrique, vous êtes de base invisibilisé par les algorithmes, ce qui ne favorise en rien l'export déjà, mais juste l'expansion commerciale. Cela ne représente en rien une fatalité, mais c'est juste que vous allez batailler encore plus pour vous faire connaître. Une solution proposée par les panélistes a été de porter une voix commune aux dirigeants des réseaux sociaux, de la même façon par exemple que la femme noire est désormais plus représentée dans l'industrie de la cosmétique parce qu'il y a eu des influenceuses qui en avaient marre et qui ont parlé du fait qu'elles n'avaient pas de solution à leur porter pour s'occuper de leur peau, de leurs cheveux. Mais la conclusion de ces conférences a été vraiment qu'il y a encore énormément de choses à faire sur la zone Afrique,
énormément d'opportunités. Dans ce sens-là, j'ai fait également une vidéo sur comment vous pouvez intégrer l'Afrique à votre projet. Elle vous est suggérée à l'écran. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!